Le lieu du crime est sinistre et isolé. On y accède par un chemin long et escarpé, jonché de gravats, en contrebas de la rue des Grandes Saules, à Argenteuil. Sous le pont de l'autoroute A15 qu'on appelle viaduc de Gennevilliers, le bruit de fond du trafic est incessant et étoufferait le moindre cri. Un endroit idéal pour tendre un guet-apens. C'est ici, tout au bout du chemin, au pied de la gigantesque pile en béton du viaduc, qu'Alisha, 14 ans, a été rouée de coups par 2 de ses camarades de classe, puis jetée encore vivante dans la Seine, 5 mètres plus bas. Comment une simple intrigue entre adolescents peut-elle dégénérer à ce point? Et pourquoi ces jeunes sont-ils passés à l'acte avec une telle violence? Je m'appelle Brune Daudré et je reviens pour Le Figaro sur ce terrible crime d'ado qu'est l'affaire Alisha, avec Guillaume Point, journaliste fait divers au Figaro, et le docteur Emmanuel Sautreau, pédopsychiatre, responsable d'une unité médicale pour adolescents au CHS d'Auxerre et expert près la Cour d'appel de Paris. Dans cette histoire, il y a donc 3 personnages principaux. Alisha, 14 ans, la victime, et ses 2 bourreaux qui ont tous les deux 15 ans. Leur âge ne nous permet pas de dévoiler leur identité, alors nous les appellerons Thomas et Cindy. Alisha vivait dans un quartier résidentiel calme, situé sur les hauteurs d'Argenteuil, avec ses parents et ses 3 frères et sœurs. À l'entrée du pavillon familial, un drapeau français côtoie un écusson du Pakistan, pays d'origine de ses parents. Guillaume Point a suivi cette affaire pour Le Figaro, et ce qu'on peut dire sur la victime, c'est qu'elle vivait dans une famille en apparence unie, une ado normale en quelque sorte, sans histoire. C'est une jeune fille que ses proches décrivent vraiment comme une jeune fille simple. Elle aime dessiner, elle aime faire des promenades. C'est une jeune fille voilà, qui le week-end aime passer du temps avec sa famille. Elle consacre ses week-ends à sa famille. Et c'est une jeune fille qui est aussi studieuse, qui est bonne élève. Et elle rêvait de devenir expert comptable. Thomas habite lui aussi à Argenteuil, mais dans un autre quartier, dans un immeuble de 4 étages, à la façade un peu défraîchie. Le contexte familial est un peu différent. Thomas vit seul avec sa mère et son père est décédé il y a quelques années. Alors Thomas, c'est un ado qui a un côté assez geek en fait. Il est décrit comme assez réservé, comme passant beaucoup de temps dans sa chambre devant son ordinateur. Il est décrit comme assez timide, comme même un petit peu peureux et efféminé. Mais c'est aussi quelqu'un qui a un côté un petit peu clown. Ses proches et son entourage disent qu'il aime bien faire des blagues. Donc il a un peu cette double facette, à la fois timide et en même temps un côté un peu clown. Cindy est la seule qui n'habite pas à Argenteuil. Elle vient d'une commune limitrophe, elle vient d'Herblay. Et sa personnalité est un petit peu plus complexe, pour ne pas dire perturbée. On a notamment discuté avec un ancien parent d'élèves de son ancien collège. Et selon ce père de famille, donc elle avait été exclue de son ancien collège pour des histoires de bagarres. Et elle avait aussi visiblement tendance à inventer des histoires, à raconter tout un tas de choses complètement fausses. Les 3 adolescents se rencontrent à la rentrée de septembre 2020. Ils sont tous les 3 dans la même classe de 3e B du lycée privé professionnel Cognac G d'Argenteuil. En début d'année, Alisha et Thomas auraient eu une brève relation, voilà, une petite relation entre adolescents qui aurait duré très peu de temps, seulement quelques jours. Et ensuite, quelques semaines plus tard, Thomas et Cindy se sont mis en couple. Thomas était très amoureux de Cindy, comme l'a expliqué son avocat, maître Franck Berton. Cindy, c'était sa première relation sexuelle, donc voilà, il y avait vraiment un attachement entre les deux. Au contact de Cindy, le jeune Thomas change. Lui qui ne sortait quasiment jamais de sa chambre passe de plus en plus de temps dehors et de moins en moins de temps derrière son ordinateur pour être au contact de sa petite amie Cindy. En fait, ce que disent les proches de Thomas, et notamment sa maman, c'est que le jeune homme en fait, a complètement changé sous l'influence de sa nouvelle petite amie Cindy. Tous ses proches vraiment décrivent une relation un peu de manipulation. Voilà, il raconte qu'il était obligé de porter le sac de sa petite amie,
que parfois elle lui donnait des coups de pied ou des petites tapes derrière la nuque. Cindy et Alisha, elles, sont aussi amies. En tout cas, elles le restent tout l'automne et elles se fréquentent aussi en dehors des cours, en dehors de l'école. Et c'est à partir de janvier 2021 que les relations entre les trois protagonistes vont se muer en haine. Pour des raisons encore assez obscures, Alisha devient la cible du couple Thomas-Cindy. Au mois de février, des photos en sous-vêtements d'Alisha sont postées sur le groupe Snapchat de l'ensemble de la classe des trois camarades. Thomas et Cindy seraient à l'œuvre. Et puis le 1er mars, une violente bagarre éclate au sein de l'établissement entre Cindy et Alisha. Pour ces faits, Thomas et Cindy sont d'ailleurs exclus de l'établissement et sont convoqués pour un conseil de discipline le 9 mars prochain. Mais ce conseil n'aura pas lieu, car la veille, Thomas et Cindy tendent un guet-apens mortel à Alisha. Alors ce qui se passe le 8 mars, c'est que Cindy donne rendez-vous à Alisha à la gare d'Argenteuil. Ensuite, les deux jeunes filles se rendent à pied sur les quais de Seine, en fait, où elles ont l'habitude visiblement de discuter, de se retrouver, etc. Et là, arrivé sur place, donc il y a Thomas qui était caché derrière un pilier qui surgit de nulle part. Et donc là, en fait, il commence à faire une balayette à Alisha, donc qui se retrouve au sol. Ensuite, la jeune fille est rouée de coups. Voilà, elle prend des coups dans le dos, elle prend des coups sur le visage, etc. Et malgré ses gémissements, en fait, il décide de la jeter vivante en contrebas dans la Seine. L'autopsie d'Alisha révèle de très importants hématomes au niveau du crâne, des contusions à l'œil et de nombreuses ecchymoses dans le dos. L'autopsie conclut à une mort par noyade. Mais alors pourquoi ont-ils tué Alisha ? Selon le procureur de la République de Pontoise, en charge de l'affaire à l'époque, Éric Corbeau, les deux suspects n'ont pas fait part d'un remords immédiat lors de leur garde à vue. Ils finissent par reconnaître les faits, même si le mobile reste flou. J'ai expliqué qu'il y avait donc cette rivalité, qu'il y avait effectivement ce vol de photos, qu'il y avait eu une bagarre entre les deux jeunes filles. Le jeune homme se plaignant également que la victime aurait parlé mal de son père, voire aurait raconté des mensonges sur leur relation. Donc on est sur des futilités de ce type-là qui auraient, d'après notamment les SMS, justifié l'envie de faire quelque chose en direction de la victime. Son départ brutal et violent m'empêche de dormir. Je n'arrive plus à dormir. Ce crime d'ado soulève une grande émotion à travers le pays et les politiques s'en saisissent pour dénoncer le harcèlement scolaire. On aperçoit Valérie Pécresse lors de la marche blanche en hommage à la jeune victime et le porte-parole du gouvernement de l'époque, Gabriel Attal, évoque même ce fait divers lors d'un compte-rendu du Conseil des ministres. Ce qui est arrivé à cette jeune fille est absolument terrible et ignoble. C'est une jeune fille qui a été emportée par le harcèlement, qui a été emportée par une spirale infernale qui a conduit à ce drame. Et je veux dire à sa famille, à tous ceux qui l'aimaient, notre solidarité et notre émotion face à cette situation absolument tragique. Mais au-delà de l'émotion légitime autour d'une telle affaire, j'ai voulu savoir ce que ce crime d'ado révélait de notre jeunesse. J'ai donc posé la question au pédopsychiatre Emmanuel Sautreau. Il dirige une antenne spécialisée pour adolescents au CHS d'Auxerre et est également expert près de la Cour d'appel de Paris. Ce drame est heureusement un processus exceptionnel, mais il exprime bien quand même les phénomènes de violence extrême qu'on peut retrouver chez les adolescents, et cette violence, on la retrouve alors de manière dirigée, mais aussi beaucoup autodirigée chez beaucoup d'adolescents. Et on se rend compte que, si vous voulez, aujourd'hui, les adolescents ne vont pas aussi bien qu'ils pouvaient aller il y a 10-15 ans. Il y a 15 ans, on trouvait que, de manière assez marginale, les problématiques des adolescents, et aujourd'hui, avec la majorité de nos collègues,
on constate cette augmentation des problématiques adolescentes, avec une expression effectivement parfois dans la violence ou le retrait. Qu'est-ce qui fait qu'un ado passe à l'acte avec une telle violence ? Oui, alors bien souvent, si vous voulez, on se rend compte que très tôt, les enfants intériorisent difficilement un certain nombre d'interdits, avec une autorité qui est souvent mise à mal, ou pas reconnue, ou pas exercée, avec aussi une mise en avant d'une position quasi toute puissante de l'enfant, où on ne peut plus interdire à l'enfant ou limiter l'enfant dans ses envies, dans ses désirs, mais parfois sans limite, et l'enfant perd un petit peu cette capacité à construire un intérieur qui lui permet de différer une exigence, de repousser un petit peu, de sortir un peu d'un comportement de toute puissance, parce que la toute puissance amène à un monde sans limite, et sans limite tout est permis, et ces jeunes souvent ne retrouvent des limites que lorsqu'ils ne l'ont pas dans la société. Ils vont parfois la marquer sur leur propre corps avec ces marques de scarification, où ils nous disent mais quand je me blesse, je sens que j'ai une limite et que mon corps existe. Et il y a souvent, si vous voulez, je pense que ces mouvements-là traduisent bien les failles des limites internes que n'ont pas construit les jeunes enfants et après les adolescents. Alors, classiquement, dans les familles, traditionnellement, l'autorité était juste dévolue au père, vous voyez, dans cette fonction après qui peut devenir un modèle d'identification pour les enfants. Ici, là, dans ce cas, je crois qu'il y avait effectivement une situation d'un jeune qui n'avait pas d'image paternelle très structurante, donc dans un lien peut-être serré à sa mère, avec peut-être aussi une culpabilité d'une mère de ne pas vouloir réprimander son enfant. Et il y a bien souvent une confusion entre une autorité qui protège et une autorité qui interdit. Et on ne voit souvent que parfois le côté interditeur et de restriction de la démarche d'autorité, alors qu'elle est fondamentalement protectrice du sujet, tant vis-à-vis de la société que pour son fonctionnement interne. Et ces processus, si vous voulez, de pouvoir réfréner, de mettre en attente tout ce qui vient du sujet est souvent défaillant, ce qui laisse un peu l'ouverture à ces comportements sans limite. Il y a une telle rage qu'aucune élaboration et aucune retenue souvent n'est possible. C'est la fin de cet épisode. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Un grand merci aux collègues qui m'ont aidé, Kevin Ebuterne pour le motion design, Riyad Bekir et Julien Leclerc pour la réalisation. À bientôt.